Cela ne t'a sûrement pas échappé, mais Ducati domine le MotoGP outrageusement depuis maintenant quelques années. Lors du sprint de Thaïlande, ils ont même réussi l'exploit de positionner les 8 motos aux 8 premières places. Bon alors, comment peuvent-ils réellement se faire rattraper? Déjà, il est bon de noter que depuis l'année dernière, ils ne cessent de subir des pertes. Ça a commencé avec le départ de certains ingénieurs vers la concurrence. Maintenant, c'est un team entier qui s'en va, et pas n'importe lequel. On parle tout de même de Pramac. Et qui dit moins de machines sur la grille, dit aussi moins de données récoltées. Et on en parle moins souvent, mais Ducati n'est pas seulement le meilleur constructeur, ils ont aussi les meilleurs pilotes. Qui chez les autres teams, outre Fabio et peut-être Acosta, a réellement le potentiel d'un champion du monde? Aprilia pourrait bien avoir la meilleure moto, qu'on ne le serait même pas. Et lorsque je vois ce que peut réaliser un Viñales dans ses grands jours, il serait dommage d'enterrer un pilote tel que Martin, bien plus régulier. Avec le départ de Bastianini, Bezzecchi et de celui qui pourrait bientôt être champion du monde, Ducati perd gros. Et l'avantage de leur arrivée vers KTM et Aprilia, c'est que l'on va enfin savoir quel est le véritable niveau de ces motos. Et ce n'est pas avec un Alex Marquez irrégulier, un Aldeguer rookie et un Morbidelli tel qu'on le connaît, qu'ils peuvent espérer les remplacer. Bon, par contre, pour être tout à fait honnête, malgré le départ de très bons pilotes vers la concurrence, il est difficile d'imaginer Ducati perdre le titre en 2025, vu l'avance qu'ils ont, et un team composé de Marc et Pecco s'il vous plaît. Pas impossible encore une fois, mais difficile. Mais ce n'est en réalité pas de 2025 dont je souhaite parler, mais plus du futur qui attend Ducati et le MotoGP. Au début de cette année, un nouveau règlement a été mis en place. Et pour la faire courte, avec lui, plus tu gagnes, plus tu es désavantagé. En gros, il se décompose en 4 groupes, A, B, C et D. Ducati, grand dominateur, sont dans le groupe A. Les japonaises, à l'inverse, sont dans le dernier groupe. Et là où Ducati n'a même plus le droit de réaliser la moindre wildcard, Honda et Yamaha se retrouvent dans une possibilité de test infinie. Sans compter un moteur modifiable en cours de saison. Et un tas d'autres avantages. Ce n'est clairement pas du hasard si les Japonais semblent progresser en cette fin d'année. Et j'imagine donc que tu vois où je souhaite en venir. Mais avec un tel règlement, qui favorise le nivellement par le bas, disons les termes, ce n'est qu'une question de temps avant que Ducati se fasse rattraper. Bon, et si cela n'arrive pas avant 2027, alors le changement de cylindrée s'occupera de remettre tout le monde à zéro. Mais l'énorme avantage d'un tel règlement, c'est que sur le long terme, il devrait sonner la fin de toute domination, avec un effet balancier, dès qu'un team se met à trop gagner. Alors oui, cela peut clairement sonner antisportif. Ceux qui innovent le plus mériteraient d'être devant. Cela ne viendra à personne d'empêcher une équipe championne du monde de ne plus participer aux matchs amicaux. Mais les sports mécaniques sont une catégorie bien à part. Ou si tu décides de laisser tous les constructeurs libres, ce sont les pilotes qui subissent l'inégalité. Et inversement. Et à ce jeu-là, le MotoGP a clairement fait son choix, avec l'arrivée des pneus uniques, de l'écu unique, et maintenant de ce nouveau règlement. Et je dois l'avouer, ce n'est pas pour me déplaire, car comme la majorité des fans, je m'intéresse bien plus aux pilotes qu'aux ingénieurs, bien que je peux comprendre qu'on soit totalement contre. Maintenant, je suis conscient que ce règlement n'a réellement un impact que sur le long terme, et en 2027, les écarts devraient à nouveau augmenter, pendant une petite période tout du moins. Mais celui-ci propage une idée qui me plaît, celle de voir pourquoi pas un jour tous les pilotes du plateau avec une moto à niveau équivalente.